Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la fiche produit dans OpenProd. Donc pour y accéder, je vais aller dans les données techniques produits. Donc ce qu'il faut savoir dans OpenProd, donc je vais sélectionner un produit. Donc dans OpenProd, un produit, ça va être aussi bien un article qu'un produit semi-fini, qu'un produit vendu ou qu'un produit acheté. Et en fait, on va définir ces caractéristiques ici directement, peut-être vendu, peut-être acheté, peut-être fabriqué. Et donc, on ne va pas avoir d'article, on ne va pas avoir de semi-fini, on ne va pas avoir de produit, tout va être au même endroit, ce qui évite la multiplication des données techniques associées à ça. Donc on va retrouver dans notre fiche produit la même chose, on va retrouver une en-tête avec les principales informations et puis des différents onglets où ça va être structuré l'information. Donc si je reviens sur l'en-tête, on va retrouver le statut, donc en développement, en vie, en fin de vie, obsolète, avec des modes de gestion qui vont être associés à chaque statut. En développement, on ne pourra par exemple pas le vendre, mais on pourra l'acheter ou le fabriquer, et ainsi de suite. Donc ces statuts sont paramétrables et on va pouvoir modifier les statuts, par exemple faire une validation pour passer par exemple par la comptabilité ou au bureau d'études pour valider par exemple un nouveau produit. Donc ces workflows sont modifiables avec la partie moteur de workflow. On va retrouver donc ici l'image du produit si on le souhaite. La première chose qu'on va retrouver, c'est le nom. Donc ici, le nom, je l'ai mis non traduisible. Donc on peut avoir aussi des noms qui peuvent être traduisibles, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des noms en différentes langues. Et quand je vais faire ma commande, par exemple, aller chercher la traduction du produit directement dans la langue de mon client. On va avoir le code. Donc ici, le code peut être soit généré manuellement, c'est-à-dire que la personne le tape directement, ou soit ça peut être généré automatiquement avec une logique qui peut être en fonction de la catégorie du produit, en fonction d'un certain nombre de paramètres et avoir une séquence qui est paramétrable. Autre point qui va être important, la catégorie. Donc la catégorie va avoir deux principales fonctionnalités. La première qui va être de structurer les produits, c'est-à-dire de les organiser dans différents répertoires. Donc si je viens par exemple ici dans mes produits catégories, donc je vais ouvrir un nouvel onglet, je vais retrouver l'ensemble de mes catégories qui vont être ici. Donc catégorie de produits. Donc ici, je vais retrouver agroalimentaire, emballage divers et ainsi de suite. Et quand je vais aller par exemple dans les composants, je vais ouvrir, je peux aller voir ma fiche produit directement ici, la liste de tous mes produits directement, et je vais retrouver directement tous mes produits. La deuxième fonctionnalité de la catégorie, ça va être de définir des valeurs par défaut. Et donc notamment, par exemple, vous voyez ici, j'ai rien de renseigné, mais dès que je vais choisir ma catégorie, par exemple électronique, automatiquement, il me ramène les paramétrage que j'ai effectué au niveau de ma catégorie. Si je veux changer, je peux changer. Par exemple, ici, si je veux aller chercher un autre compte, je vais pouvoir aller chercher un autre compte. Mais ici, je vais pouvoir définir par défaut un certain nombre de valeurs qui permettront de simplifier la saisie et de garder une certaine intégrité de la fiche produit. Donc ça, c'était sur la partie catégorie. Maintenant, si je reviens sur ma fiche initiale, je vais retrouver une description qui va être longue. Donc ici, si je veux remettre une description un petit peu plus longue, je vais pouvoir. Et puis je vais retrouver le type de produit, c'est important, qui va définir trois types de produits. Est-ce que le produit est stockable? Donc je vais le gérer en stock. Est-ce que c'est un produit de service? À ce moment-là, les informations de stockage vont disparaître. Ou est-ce que c'est un outil technique? Et dans ce cas-là, j'aurai des informations supplémentaires sur les outillages, les gammes qui sont utilisées, s'il appartient à un client associé à ça. Dernière chose, je vais retrouver la gestion des unités. Et là, c'est très important. On va gérer, on va dire, 4 types d'unités. Je vais avoir une unité de mesure. Je peux avoir une unité d'achat, c'est-à-dire chez mon fournisseur, dans quelle unité je l'achète. Je vais retrouver une unité de vente. Je peux le vendre dans une autre unité aussi qui est celle-ci. Et une dernière unité qui va être l'unité de logistique, où je vais pouvoir dire en logistique, je voudrais utiliser une autre unité. Et à chaque fois, ça peut être la même ou ça peut être une unité basée sur un facteur. Par exemple, je vais prendre un câble et là, je vais être ce qu'on appelle en double unité fixe. Et là, je vais dire que je le gère au centimètre et en achat, je vais le gérer à la bobine. Et je vais dire qu'une bobine est égale à 100 cm. Donc c'est la gestion avec les unités fixes où je vais définir un ratio. Donc je peux les définir soit sur les achats, soit sur les ventes, soit sur la logistique. Un autre exemple, par exemple, de unité logistique que je peux utiliser, je vais gérer des barres
Globalement, moi je gère les barres au centimètre dans mon stock, mais par contre, en logistique, il ne compte pas des centimètres, il compte des demi-barres ou des longueurs de barres entières. Et donc je vais dire qu'une barre, ça fait 300 cm ou 600 cm. Et donc quand j'ai une demi-barre, ça fait 300 cm. Mais les gens vont parler en demi-barre ou en quart de barre ou en barre entière. Et ils ne parleront pas forcément en centimètres. Par contre, en stock, moi je veux le gérer en centimètres. Et dans mes nomenclatures, je veux le gérer aussi en centimètres. Donc ça, c'était la gestion des unités, avec nos 4 unités, unité de mesure, je répète, unité d'achat, unité de vente, unité logistique. Mais on peut avoir aussi ce qu'on appelle une double unité variable. Par exemple, je vais aller prendre le poulet, les ailes de poulet. Dans mes ailes de poulet, je vais utiliser ce qu'on appelle une unité variable, c'est-à-dire que je vais utiliser en stock mon unité de mesure et une unité secondaire qui va être le kilogramme. Et le facteur entre l'unité principale et l'unité secondaire, il sera variable à chaque réception, à chaque livraison. C'est par exemple quand je vais recevoir peut-être 1000 ailes de poulet qui va faire 10 kg, et la fois d'après, les mêmes 1000 ailes de poulet feront peut-être 11 ou 12 kg. Et donc à chaque fois, je vais gérer mes unités dans les deux stocks, aussi bien la livraison qu'à la réception qu'à la fabrication. On va retrouver cette problématique par exemple aussi dans les diamantaires qui vont recevoir un certain nombre de diamants, et à chaque fois les diamants ne feront pas forcément le même poids. Voilà un petit peu pour la partie gestion des unités. Dernière chose que je n'ai pas parlé, que je ne parlerai pas, mais je vais juste faire une petite introduction, c'est la notion de formule. Sur les unités, on peut mettre des formules. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais de conversion fixe. Ces conversions fixes, en fait, peuvent être liées, par exemple, à une épaisseur, dans une longueur et une largeur. Et je peux faire une conversion en fonction de l'épaisseur et de la largeur. Et je vais avoir, par exemple, le poids. Une barre, par exemple, je vais savoir la longueur, la largeur, l'épaisseur et la masse volumique. Et donc, je vais savoir que combien a fait de poids et je peux faire la conversion. Et quand je pèse, je sais combien j'ai de barres et vice-versa. Donc, si je reviens sur mes produits, donc là, on était sur la gestion des unités. Maintenant, on va arriver sur un onglet qui est important, qui va être la partie approvisionnement. Donc, dans la partie approvisionnement, on va avoir deux champs qui vont être très importants, qui vont être les champs qui méthode de fourniture par défaut. Donc soit le champ il est acheté, soit le produit il est acheté, ou soit il est fabriqué. Donc deux possibilités, soit je l'achète, soit je le produis. Derrière, je vais avoir la méthode de déclenchement. Quand est-ce que je vais déclencher mon approvisionnement? Donc, je peux le déclencher à la demande, c'est-à-dire que si j'ai 10 pièces, une demande de 10 pièces, je vais acheter ou je vais fabriquer 10 pièces. Ou je peux faire à la demande en tenant compte du stock. J'ai une demande de 10 pièces, mais j'en ai trop en stock, donc je ferai soit un achat ou soit une fabrication de cette pièce. Ou alors, je peux le dire sur planificateur, et dans ce cas-là, c'est le calcul de besoins, le CBN, qui va tourner, soit en fin de journée ou soit en fin de semaine, qui va regrouper tous mes besoins et qui va me déclencher un approvisionnement sur ce calcul de besoins. L'avantage du CBN va regrouper les besoins, par contre on va perdre le lien avec la commande, et il y a une certaine inertie, mais ça peut être volontaire, c'est-à-dire que tout de suite j'ai pas une réponse automatique à ma commande quand celle-ci est lancée. C'est des modes de gestion différents avec des avantages et des inconvénients pour chaque méthode. Voilà. Puis la dernière, ça va être, ok, je ne veux pas le gérer dans mes palettes par exemple, ou par exemple mes consommables, je ne vais pas vouloir les gérer, les approvisionnements dans le CP, dans le RP. Un point qui est intéressant, c'est les faibles appros. Donc les faibles appros, tout le monde ne va pas utiliser ça, mais ça va permettre par exemple les gens qui vont gérer par exemple, je fabrique des ressorts ou des vis, j'ai une commande de 1 million, je fais une série de 1 million, mais je fais une série de 1 million moins 100 pièces parce que j'ai eu des petits problèmes de qualité et que je n'ai pas pu tout produire. Un CBN classique va relancer le calcul de besoin et va refaire un OF pour les 100 pièces manquantes, avec des fois une quantité minimale, donc ça peut être par exemple 100 000 pièces. Et dans ce cas-là, si je mets 5, le système va regarder les approvisionnements qui sont couverts. Est-ce que c'est couvert à 95%? Oui, donc dans ce cas-là, je ne relance pas un approvisionnement parce que j'ai un faible appro à 5%. Dernière chose qu'on va retrouver ici, c'est par exemple des matières qu'on peut dire toujours disponibles. Donc ici, je vais pouvoir dire, cette matière-là, je ne vais pas regarder la disponibilité, c'est des cartons, c'est des palettes, je ne vais pas gérer la disponibilité et je ne vais pas faire de blocage associé à ça. Puis dernière chose ici, parce qu'on est un produit qui est vendu, je peux demander une attente confirmation.
C'est-à-dire que quand je vais faire ma vente, automatiquement, il va envoyer une demande de confirmation à la production pour me confirmer le délai, pour voir si on peut bien produire. On va revenir ici sur nos 3 flags qu'on a parlé au départ, hein, peut-être vendu, peut-être acheté, peut-être produit. Donc là, si je le coche, j'aurai l'ensemble des fonctionnalités qui vont être associées à ça. Ici, je vais avoir prise en compte du PDP, je ne vais pas parler de ça pour le moment. C'est avec l'installation du PDP, on a des possibilités qui sont venues se rajouter. Donc ici, dans l'onglet approvisionnement, je vais retrouver aussi les informations de stock. Donc je vais avoir mon stock T0, c'est le stock qui est à la date, hein, c'est-à-dire combien j'en ai en stock actuellement. Je vais retrouver aussi, quand j'aurai fait toutes mes transactions, combien il m'en restera. Puis après, j'ai le stock disponible. Le stock disponible, c'est ce que j'ai, moins ce qui va sortir. Et donc, c'est réellement ce que je peux promettre à un client. Autre chose que je vais avoir ici, je vais avoir la notion de règles de stock. Donc, je vais pouvoir mettre des règles de stock. Ces règles de stock peuvent être par entrepôt, par date de validité. Elles peuvent être soit manuelles ou soit automatiques. C'est-à-dire, manuelles, je vais les saisir. Automatiques, elles vont se calculer par elles-mêmes. Puis, je peux mettre une quantité minimale, ça va être le seuil de déclenchement. Puis, une quantité maximale, il remontera jusqu'à ce seuil-là. Je peux définir des emplacements de stockage par défaut, c'est-à-dire que quand je vais réceptionner ce produit-là, je voudrais qu'il soit dans l'emplacement AA25, et donc il le mettra directement dans l'emplacement AA25. Et puis on va retrouver nos unités logistiques qu'on a parlé tout à l'heure. Hein. Donc ici, si je veux définir une unité logistique avec un ratio, je vais pouvoir définir une unité logistique associée à ça. Il y a d'autres champs, hein, je ne vais pas parler sur la famille d'inventaire notamment par exemple, où on peut définir des familles et faire des inventaires par famille de produits. Traçabilité qui va être aussi un élément important. Donc dans la traçabilité, on va retrouver 2 notions. On va retrouver la notion de lot, donc je vais pouvoir suivre mon lot par lot, ou la notion de ce qu'on appelle étiquette. Alors, je vais faire le lot. En fait, dans OpenProd, on va pouvoir gérer la traçabilité avec un lot, mais cette lot ne va pas être liée à un quantitatif. C'est-à-dire que je vais pouvoir gérer un lot entrant, je vais pouvoir gérer un lot sortant, je vais pouvoir consommer un lot, mais je n'ai pas l'obligation de dire combien j'en ai consommé. Donc ça, ça permet de faire de la traçabilité. On n'est pas obligé d'avoir une quantitatif, et donc ça nous évite, notamment dans certaines structures, de faire des inventaires. Par lot, parce que ça peut être compliqué de faire des inventaires par lot pour régulariser nos lots. Puis dans certaines sociétés aussi, ils ne savent pas très bien la consommation, sur des silos, des choses comme ça, et donc ça peut être compliqué de gérer la traçabilité avec une valeur de stock. Et puis par contre, il y en a qui ont vraiment besoin de cette traçabilité par valeur de stock, donc on a ici un nouveau concept qui est l'étiquette, et qui va être un lot avec valeur de stock. Donc on a vraiment 2 gestions de traçabilité, hein, une traçabilité lot qui n'a pas valeur de stock, et une traçabilité étiquette qui a une valeur de stock. Derrière, on va pouvoir gérer aussi toute la partie version, définir des versions associées à chaque produit, avec des dates de validité. Et puis, je vais pouvoir gérer toute la partie poids brut, poids net, volume, associé à ça. Je vais pouvoir aussi gérer toute la partie gestion du M. Alors, c'est les unités de management, je peux le mettre dans une caisse, dans une palette, combien j'en mets dans une caisse ou dans une palette. Donc là, je vais dire que je mets 120 pièces, et ainsi de suite. Autre chose qui peut être important, je ne vais pas en parler trop ici, c'est les attributs. Je vais pouvoir définir des attributs. Donc par exemple, je vais pouvoir définir des attributs qui peuvent être le fournisseur, qui peuvent être les versions, des caractéristiques, qui peuvent être au moment de la réception, au moment de la commande, au moment de la livraison. Et ces caractéristiques, en fait, c'est des valeurs intrinsèques au lot. Ça va être un couple de serrage, ça va être un lot matière, une caractéristique du lot matière, et ainsi de suite. Et donc ça permet de gérer ce qu'on appelle des attributs au niveau des lots ou des étiquettes. Autre point qui va être important, ça va être la notion de qualité. Donc je vais pouvoir retrouver toute la gestion documentaire. Donc je vais retrouver mes différents documents que je peux associer ici, retrouver dans ma gestion documentaire, par exemple des fiches techniques associées à ça. Je vais pouvoir aussi retrouver par exemple dans les documents, donc ils peuvent être synchronisés avec la catégorie, c'est ce que je vous expliquais en préambule. Là je vais la désynchroniser et je vais pouvoir dire, voilà, ce document par exemple à l'achat, automatiquement quand j'envoie un mail d'achat, je voudrais envoyer le plan qui est associé à ça, voilà, et donc j'envoie le document qui va être associé à ça. Autre possibilité qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir aussi la gestion de contrôle. Donc je vais pouvoir définir des contrôles. Donc, voilà. Donc je vais pouvoir faire une déclaration par exemple de contrôle. Je vais dire que c'est, là j'ai plusieurs types, à réception, post-réception, en production, post-production. Donc là je vais faire post-réception par exemple. Je vais dire que je le fais pour toutes les 20 pièces. Et je vais pouvoir dire, voilà, ça va être un numérique qui va être compris entre 10 et 20. Et quand il ne sera pas bon, je le mettrai en quarantaine.
Donc là, je vais pouvoir gérer tous mes contrôles. Je peux gérer aussi des sélections, des champs texte, je peux mettre des documents, je peux mettre des descriptifs associés à ça. Et donc, quand je vais faire mon contrôle, si je suis hors spec, il me le mettra en quarantaine. Donc ici, je peux définir un contrôle qui est lié aussi à un partenaire, par exemple à réception associé à ça. Consommation, je ne vais pas rentrer dans le détail, on peut définir, on a des moyennes de consommation qui peuvent servir aussi au calcul de règles de stock. Puis derrière, c'est comment j'utilise ces produits-là, comme dans les ordres de fabrication, par exemple, comment je vais valoriser leur consommation. Est-ce que je les valorise au réel, est-ce que je les valorise au théorique, et ainsi de suite. Autre chose qu'on va voir, vu que c'est un produit ici qu'on peut acheter et vendre, je vais avoir un onglet achat. Et dans cet onglet achat, je vais avoir deux choses importantes. Chez qui je l'achète. Donc ici, ici je peux l'acheter chez ST Microelectronics ou Futur Electronics. Ou je peux l'acheter chez n'importe qui. Donc c'est ce qu'on appelle les achats libres. Et là, je ne définis pas de référencement fournisseur. Et donc là, je vais pouvoir les acheter chez n'importe qui. Si je définis un référencement fournisseur, dans ce référencement fournisseur, donc j'ai défini que c'était en euros, que derrière il y avait un code chez le produit et un nom chez le produit. Et quand je saisis ma commande, je vais pouvoir, chez ce fournisseur-là, saisir avec le code et la référence du fournisseur. Je peux avoir des unités d'achat et des unités de prix, par exemple, je peux le faire au x100. Je peux avoir des quantités minimales, des quantités multiples, des délais de livraison. Et puis derrière, je vais pouvoir définir un échéancier avec à 10 euros à 3,25 et à 50 3,01, avec des dates de validité qui vont être associées à ça. Dernière chose que je vais pouvoir retrouver, je vais pouvoir mettre un certain nombre de documents et un certain nombre de notes qui s'imprimeront directement au niveau de ma commande. Donc ici, j'ai rajouté la partie référencement fournisseur. J'aurais pu être en achat libre et à ce moment-là, j'aurais eu exactement la même chose avec des unités d'achat, des multiples, des quantités, des conditionnements. J'avais aussi des conditionnements dans la partie fournisseur. Et si je veux générer un conditionnement, je vais pouvoir dire dans quel conditionnement, en hauteur, en volume, le nombre de pièces par colis, par palette, et ainsi de suite. Derrière, je vais avoir des familles de stats, des pourcentages de tolérance à réception, et puis des prix de revient, et puis un certain nombre de notes. Notes imprimées sur la commande d'achat, notes imprimées sur le bon de réception, et puis après aussi une partie analytique. Côté vente, ça va être exactement un petit peu la même chose. Je vais pouvoir retrouver soit c'est en vente libre, ou soit c'est sur une vente fournisseur avec un référentiel client, et je vais retrouver exactement la même chose avec les notes associées à ça. Donc je vais retrouver exactement la même chose. Ou alors je vais lui dire que c'est en vente libre, et là je peux l'avoir chez n'importe qui, et je vais définir une politique tarifaire avec un prix de vente. Donc si c'est en vente libre, j'ai aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une gestion tarifaire où je vais pouvoir définir des tarifs sur n'importe quel champ de la fiche client ou de la fiche produit, par exemple. Si je veux faire des tarifs en fonction du pays, en fonction du poids, en fonction de la distance. Donc là, il y a toute une gestion tarifaire assez complexes qui permettent de définir des tarifs avec des remises en cascade et ainsi de suite. Donc qui permet de gérer à peu près tous les cas normalement. Donc ça c'était la partie onglet vente. Là j'ai coché peut-être produit et donc j'ai retrouvé aussi un certain nombre de choses sur les produits. J'ai retrouvé les quantités minimales, le niveau de nomenclature, les quantités minimum de fabrication, le délai de fabrication et puis un certain nombre de choses qui vont servir à calculer les coûts. Vous verrez, on y reviendra sur la partie données techniques quand on va voir les gammes et nomenclatures. Dernière chose qu'on va retrouver, c'est la partie comptabilité. Donc dans la comptabilité, je vais retrouver les comptes de revenus, les comptes de dépenses, je vais retrouver les taxes. Donc je peux être multitaxe, donc si je veux rajouter une taxe, je peux faire du multitaxe. Je vais pouvoir gérer aussi l'écotaxe si je le souhaite, en fonction du poids, du volume, en fonction de plein d'autres paramètres. Donc je vais pouvoir gérer ça. Je vais pouvoir gérer aussi toute la partie valorisation. Alors j'ai différents moyens de le valoriser. Est-ce que je le fais au prix moyen pondéré, au lot, dernier prix de revient? Donc il y a un certain nombre de possibilités qui sont ici données pour la partie valorisation. Donc ça c'était la partie fiche produit standard. Par contre, ce qui peut être fait, c'est rajouter des modules complémentaires. Donc si je vais par exemple dans configuration, je vais aller dans les applications, je vais regrouper par catégorie, et là je vais avoir un certain nombre de modules complémentaires qui peuvent apparaître. Donc si je reviens ici, voilà,
Donc on va pouvoir rajouter le module caractéristique qui permet de rajouter des caractéristiques à un produit, avoir une liste de caractéristiques par exemple, ce qui va être utilisé par exemple avec l'électronique notamment. Je peux avoir un module qui permet de récupérer des datasheets, par exemple avec Octopart. Je peux avoir aussi un module consommation par matière. Donc ce module consommation par matière permet de dire j'ai 20% de cuivre dans le produit, j'ai 40% d'or, et indexer le coût d'achat ou le coût de revient ou le coût de vente en fonction du taux de l'or ou du cuivre. Et donc il réactualise les prix en fonction de ce taux-là. Multiconditionnement, on en a parlé tout à l'heure. On peut rajouter du multiconditionnement, c'est-à-dire avoir plusieurs conditionnements pour le même produit. Et puis derrière, on peut avoir un configurateur de produit pour gérer les variantes, les dimensions et les options. Là aussi, c'est une vidéo à part pour la partie configurateur. Donc, si je reviens maintenant sur les données techniques, on a vu un petit peu l'ensemble des points. Il y a un dernier point qu'on n'a pas vu, qui sont la partie raccourcis, et donc je vais pouvoir retrouver un certain nombre de raccourcis. Donc je vais pouvoir retrouver par exemple ici le graphique des stocks, où je vais pouvoir retrouver mon évolution de mon stock, voilà. Je vais pouvoir retrouver aussi les réservations, donc comment mes réservations sont positionnées, donc là j'ai mes réservations. Je vais pouvoir retrouver des raccourcis sur mes lignes par exemple de commande d'achat, donc là avec le fil d'Ariane je reviens facilement. Et ainsi de suite. Si je veux dupliquer le produit, je vais pouvoir dupliquer le produit. Si je veux changer d'unité ou pas changer d'unité. Si je veux lancer un approvisionnement sur le produit, je peux lancer un approvisionnement et ainsi de suite. Et en fonction de si le produit, par exemple, est fabriqué, j'ai d'autres. Je vais pouvoir voir les ordres de fabrication, les gammes, les nomenclatures qui ont été associées à ça, et ainsi de suite. Donc aussi, je peux retrouver par exemple les produits qui utilisent les nomenclatures qui utilisent ce produit-là. Donc je vais ici et je vois que j'ai 3 produits qui utilisent la Z500, la carte GSB et la carte 300. Dernière chose qu'on va avoir, c'est dans les menus. On avait plein de tables qu'on a balayées au fur et à mesure dans les unités, par exemple, on a vu tout à l'heure, les catégories, les familles d'achat, les familles de vente, les distributions. Toutes ces choses-là, en fait, on va les retrouver dans des menus à côté qui permettent de les définir au départ. Voilà pour cette vidéo sur la partie gestion des données techniques de la fiche produit.